au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Esprit Montagne revient dans son studio après une belle cérémonie des Chronos d'Or animée par notre consultant dont on est très fier, Laurent Davier, rédacteur en chef de Ski Chrono. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Bonsoir. Quelle belle soirée, Laurent. Oui, c'était une belle soirée dans l'Esprit Montagne, donc oui. Une belle soirée. Absolument. Et d'ailleurs, cette belle soirée des Chronos d'Or, vous pouvez la revivre sur le site de Télégrenoble, télégrenoble.net, rubrique replay, pour pouvoir tout savoir auprès de ceux qui ont vraiment marqué cette saison. Et puis la semaine prochaine, vous pourrez aussi voir les bonus de cette soirée avec tous ces champions qu'on a suivis cette saison et qui nous ont fait leur confidence sur leur performance et sur l'été qui se profile. Voilà, la semaine prochaine dans Esprit Montagne. Il y aura un petit peu tout le monde, on verra François Place, Alexis Pinturo. Oui, alors ça, c'est ceux qui ont été déjà récompensés. On verra aussi ceux qui... Vous êtes aussi allé voir des... Ouais, on est allé voir Clément Noël, bien sûr. On est allé voir Roman Miradoli, bien sûr. Ils ont tous plein de choses à nous dire. Absolument. Et c'est le moment donc de prendre de la hauteur et de réfléchir à l'avenir de nos stations, à l'avenir du tourisme de neige et de montagne. Laurent Vanna est un spécialiste de la question, expert, consultant en tourisme de neige et de montagne. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de Genève, hein, c'est ça? De Genève, oui. Donc complètement neutre. On espère. Même si on a aussi des stations de ski en Suisse et que bien sûr. Je les prends en compte dans mon palmarès. Absolument. Mais ici, il s'agit d'un diagnostic que vous venez de présenter ce matin même, hein, d'ailleurs, chez un Haut-Rennais, d'ailleurs, qui était sur notre plateau il y a quelques jours, Christophe Haribert. Donc, c'était effectivement à la Maison Haribert, dans son restaurant à Uriage-les-Bains, que vous avez fait que vous avez présenté ces conclusions. Donc, on va en parler avec vous. Alors, c'est un petit peu le fil conducteur du plus grand événement mondial des aménageurs, on peut le dire, des acteurs du tourisme en montagne, le Mountain Planet à Alpexpo. Qu'est-ce qui se dessine pour cette année? Quelles sont les grandes lignes? On en parle avec le directeur d'Alpexpo, François Hed. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Bonsoir Lucille, bonsoir Laurent. Bonsoir. Tout va bien. On est ravis d'avoir Laurent avec nous et on est ravis qu'il ait accepté notre invitation pour venir ici présenter son étude qui est extrêmement importante pour la filière. Absolument, et je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à vous dire. On est là pour échanger d'ailleurs. Et puis bravo, vous venez tout juste d'inaugurer votre nouvel espace. Alors merci de venir ici sur notre plateau. Alors Laurent, plus de Coupe du Monde, mais quelques compétitions. On regarde tout ça dans le grand angle. Et tout d'abord, le plus grand rendez-vous des freeriders. Oui, on prend aussi là de la hauteur, le derby de la Meije. Donc c'est une course qui a déjà eu 31 éditions. On part de plus de 3500 mètres d'altitude pour 2000 mètres de dénivelé. Et cette année, les conditions étaient exceptionnelles puisque c'était juste après une chute de neige fantastique. Donc c'était vraiment conditions puff et freeride. Et donc le vainqueur est Seb Mayer. Qui avait déjà gagné le derby en télémarque et qui là l'a gagné en ski. Voilà. 2000 mètres de dénivelé en 4 minutes et 11 secondes et des poussières. Voilà, c'est un sacré skieur. Oui. Quand on gagne le derby de la Meije, on est un sacré skieur. Ah oui, ça c'est sûr. On est tranquille avec ça. Un beau succès populaire. 800 personnes qui ont participé. Et ouais, tout le monde est déguisé. On y va en monoski, en ski, en télémarque, en paré. On peut. Voilà, il y a juste un règlement. Il y a le sommet. Il faut aller en bas. On prend l'itinéraire qu'on veut. Il faut faire un petit peu attention parce qu'on est en zone quand même haute montagne. Mais voilà, tout ça dans un bel esprit. Oui, et c'est très, très beau. Et c'est en Isère, on est très fiers aussi. Et puis, les Coqs d'Or ont fêté leurs 25 ans à l'Alpe d'Huez. Les Coqs d'Or, c'est le championnat de France des 10-14 ans, pour résumer. C'est les U12, les U14, des poussins au Benjamin. C'est co-organisé par l'ESF et la FFS, donc à l'Alpe d'Huez cette fois-ci. L'idée, c'est de révéler les jeunes talents. Alors, la preuve, Gauthier de Tessières l'avait remporté. Il avait remporté la première édition en 1994. Tessa Worley l'avait remporté aussi. Marie Marchand-Harvier aussi, elle a remporté.
présenté. Donc voilà, ça a permis de détecter notamment les futures stars de demain et parfois de détecter des skieurs citadins qui sont venus via les stages compétition de l'ESF, qui n'ont pas toujours le même nombre de journées de ski que les alpins qui sont en station. Et là, on voit vraiment les potentiels. Donc c'est vraiment une belle épreuve de détection. Allez, à suivre. Donc, on a parlé il y a 5 minutes à peine du plus étoilé des skieurs. Donc, les 2 étoiles en cuisine, le chef Christophe Haribert, il n'a pas gagné le challenge des chefs. Non, il est sur le podium. Oui, il est sur le podium, mais le grand vainqueur... Édouard Loubet. Alors, on a une petite photo, normalement. Allez, on la reverra peut-être en fin d'émission, parce que quand même... C'est Édouard Loubet qui a... Oui, c'est surprise. Non, c'est pas une surprise, parce que il est fidèle, mais quand même. Il a quand même un sacré niveau de ski. Hein. Il était aux portes de l'équipe de France quand il était un petit peu plus jeune. Donc, c'est pas non plus étonnant. Il a gardé un bon coup au niveau des virages. Il est quand même pas mal. Oui, et puis il y a quand même un sacré niveau. Là, on peut le voir avec le chef Haribert. Donc, ça plaisante pas. On a des chefs dans la région qui sont très, très ski, supporters des équipes de France. Emmanuel Renaud avec Thomas Fanara, Christophe Haribert avec Guy Bocola, Martin Fourcade. Édouard Loubet, pareil, qui est aussi une partie de l'hiver à Manigot-la-Croix-Frie en Haute-Savoie, dont les 2 enfants sont aussi des compétiteurs. Donc voilà, il y a aussi là Jean Sulpice qui a fait la Pyramenta cette année, 2 jours sur 3 quand même. Donc non, on a des chefs étoilés qui sont vraiment qui ont aussi les pieds dans la neige. Donc c'est aussi absolument. Savoureux. Ça aussi, ça fait venir du monde parfois en montagne et en station. Et ben oui. Toutes les choses sont bonnes pour faire venir les gens dans les stations de ski, je crois. Ouais, et toutes les choses sont bonnes dans le resto, ça c'est sûr. Il faudrait qu'on fasse une étude, oui, Laurent, gastronomique. Ça y est, pas de problème. On va faire le tour des restos étoilés. Voilà, il faut quand même à peu près savoir de quoi on parle. Effectivement. Allez, tout de suite, le focus de la semaine. Et c'est une double championne du monde qu'on célèbre, championne du monde de snow. Et elle est de chez nous, Marion Aerty. Et oui, une Iséroise. Et ouais, qui a fait son retour à Champs-Rousse devant la caméra de Mathias Arez. À 27 ans, Marion Aerty n'a plus rien à prouver. Double championne du monde de snowboard freeride de la Champs-Roussienne a la main mise sur sa discipline. Avec cette 2e couronne glanée début mars, Champs-Rousse, sa station, a voulu lui rendre hommage. C'est la station de mon enfance, c'est là où j'ai appris à faire du snowboard, donc de revenir ici après peut-être 17 ans de club, et ben, c'est un grand moment d'émotion, et de célébrer ça avec la nouvelle génération à venir, et ben, ça fait vraiment plaisir parce que je vois des étoiles dans leurs yeux, je vois beaucoup de bonheur à pratiquer du snowboard, et ça c'est le plus beau des cadeaux. Aujourd'hui encore licenciée au club de snowboard de Champs-Rousse, l'athlète française accorde beaucoup d'importance à la transmission du sport, mais aussi de sa passion. C'est elle qui m'a appris à faire du snow. Quand je ne savais pas faire du snow, c'est elle qui m'avait appris un peu. Elle a un emploi du temps de ministre, bien sûr, mais quand elle peut passer du temps avec les enfants, elle le passe vraiment avec plaisir et elle passe du temps avec eux à leur apprendre les bases, les choses de la montagne, voilà. Ouais. La montagne, justement, celle de Champs-Rousse, on a vu passer des champions. Une station pourvoyeuse de talent qui met le skieur au centre de son projet. On arrive à avoir toutes les pentes, on arrive à avoir toutes les neiges tout au long de l'hiver. Et c'est vraiment un terrain de jeu pour jouer. Où on peut faire et du ski alpin, et du freeride, et du freestyle, enfin toutes les formes de ski aujourd'hui. Et Champs-Rousse a toujours été un peu innovant de ce côté-là. Au crépuscule d'une saison réussie et à l'aube d'une nouvelle qu'elle espère tout aussi auréolée de succès, Marion Aerty garde toute sa fraîcheur et un peu de place sur sa tête pour, pourquoi pas, y installer une 3e couronne. Marion Aerty et ses fossettes, oui. Ça fait bien plaisir. Sacré à Verbier, ouais. En Suisse. En Suisse. Donc dans une belle station, et Marion qui a aussi donc appris à skier en station, vient de le voir. Alors pourra-t-on skier dans d'aussi belles conditions et sur d'aussi beaux domaines, et ont-ils toujours aussi autant la cote? On va tout savoir avec nos invités. Alors, Laurent Vanna, vous êtes donc consultant, expert dans le tourisme neige et montagne. Alors, vous venez de présenter les conclusions de votre étude sur le tourisme de neige et de montagne. Comment se portent nos stations?
Ben, pas si mal que ça. Finalement, la conclusion du rapport 2019, c'est que le ski n'est pas mort. Et la saison 2017-2018 était finalement la 4e meilleure saison du millénaire. Alors, je vous arrête tout de suite. Qui a dit que le ski était mort et que nos stations allaient mal? Ah, on aime bien essayer de le dire et de l'entendre. Et c'est vrai, il faut quand même reconnaître qu'on a eu 3 saisons d'affilée, il y a 2 ans en arrière, qui étaient chaque année plus mauvaises les unes que les autres à cause de mauvaises conditions d'enneigement, de météo, des circonstances économiques qui n'étaient pas bonnes. Donc, trop vite, certains ont tiré la conclusion que c'était la fin du ski, ce qui n'est pas vrai. Et on est content aujourd'hui d'avoir 2 saisons où on a remonté la barre et au niveau mondial, on se trouve de nouveau dans une meilleure situation. Oui, vous voulez dire que la fréquentation n'est pas toujours liée à l'enneigement finalement? C'est relativement complexe. Ouais. Effectivement, la fréquentation dépend de plusieurs critères, notamment l'enneigement, mais aussi l'ensoleillement. Certaines années, on a beaucoup de neige, mais on a très peu de soleil, ou la neige vient au mauvais moment. Donc, c'est relativement complexe. On n'arrive pas à modéliser d'une façon absolue la recette pour avoir une excellente saison. Ça dépend de toute une série de facteurs, et en plus, qui surviennent au bon moment. Mais on est quand même bien d'accord pour dire que l'enneigement est quand même le critère le plus déterminant pour que les gens viennent dans les stations. Ça reste un élément important. Oui, mais par exemple, il ne se mesure pas en quantité de neige maximale. Il faut que l'enneigement soit bon. Il faut un minimum. Mais s'il tombe 10 mètres de neige, ce sera peut-être pas bon parce qu'on aura des jours de fermeture. Donc, c'est pour ça que tout doit être mesuré d'une façon assez relative. Tout comme l'économie, par exemple. Quand on a eu la crise de 2008, la saison de ski 2008-2009 était une des meilleures du millénaire. Donc, on n'a pas toujours une corrélation directe avec des phénomènes. Votre étude, elle se base sur quelle saison? Alors, c'est la saison 2017-2018. Voilà, il y a toujours pas la saison qui vient de se finir. Non, malheureusement, je ne suis pas prophète pour pouvoir donner les chiffres avant même que certaines stations aient fermé. Bien sûr, ce n'est pas terminé. Oui, Laurent. Et j'allais dire, je reviens à la neige, parce que c'est chez nous quelque chose de très prégnant. On est dans un plan montagne actuellement pour mettre des enneigeurs. Est-ce que c'est la seule, solution pour, avoir une garantie de fréquentation dans les stations? C'est un élément important parce que finalement, le réchauffement climatique, l'impact le plus marqué sur les stations, c'est un peu cette météo qui est chaotique. Et les fenêtres de froid qui permettent de produire la neige avec les systèmes d'enneigement sont des fois plus limitées. Donc, mieux on est équipé et plus on peut réagir vite pour enneiger la station. Il y a certaines stations qui peuvent être enneigées en 5 jours. En 5 jours de temps, on passe du mode été au mode hiver. Parce qu'on a une puissance de feu des installations d'enneigement qui permettent d'aller vite et de profiter justement du froid. Donc, ça, c'est une façon que les stations ont d'assurer la neige qui est un élément indispensable à la réussite de la saison. Quels sont les critères pour établir votre étude? C'est uniquement les remontées mécaniques ou vous allez aussi voir d'autres activités dans les stations comme celle des moniteurs de ski ou celle des restaurateurs? Non, alors mon palmarès se base essentiellement sur la fréquentation des stations de ski. Et je regarde le nombre de stations aussi, le nombre de skieurs. C'est vraiment relativement chiffré sur une perspective économique du business du ski. Le remplissage des hôtels, des résidences? Non, typiquement... On ne se base pas là-dessus du tout, alors? Dans certains pays, ça aide à savoir la provenance des visiteurs. Mais typiquement, en France, on a un parc hôtelier dans les stations de ski qui est très faible. Donc, si on se basait sur la fréquentation dans les hôtels pour tirer des conclusions sur la fréquentation des stations de ski, on serait complètement à côté de la plaque. Le nombre de skieurs qui logent en hôtel est une petite fraction. Dans certaines stations, c'est même pas 10%. Alors, qui vient skier dans nos stations? Est-ce que ça évolue? Est-ce que ces populations évoluent? Tout d'abord, une grande part de la population de skieurs, ce sont des skieurs domestiques. Il faut savoir qu'il y a très peu de pays dans le monde qui ont une majorité de skieurs qui sont étrangers. Et généralement, quand ils sont étrangers, ils viennent juste du pays d'à côté, du genre les Allemands qui viennent skier en Autriche. Donc la clientèle domestique est fondamentale pour l'industrie du ski. Et là, on a le problème dans
tous les pays occidentaux, c'est le vieillissement de la population, le vieillissement de la génération de baby-boomers, qui étaient des skieurs qui skiaient beaucoup, qui skiaient plus que les générations suivantes. Et cette génération est en train de sortir un petit peu du marché. Mais l'autre arrive, avec notamment les skieurs hyper connectés. On sait que les aménageurs font beaucoup pour s'adapter aussi aux exigences des jeunes et de leur consommation, leur partage. Aujourd'hui, on ne skie plus, on skie et on partage. Dans les télécabines, on partage. On ne se parle plus, on partage. Mais alors ça demande aussi d'avoir... Je caricature un peu, mais à peine. Hein. Ça demande après d'avoir le Wi-Fi dans les télécabines et oui, mais c'est ça, dans tous les points du domaine skiable, ce qui n'est encore pas non plus toujours le cas dans les stations de ski, malheureusement. Et cette génération hyper connectée a aussi accès, de par son hyperconnexion, à toutes sortes d'autres activités, d'autres destinations, mais d'autres activités simplement avec les téléphones, les ordinateurs, les jeux vidéo, qui sont des gros concurrents pour les stations de ski. C'est vrai que ça peut amener en tout cas des nouveaux publics, peut-être aussi, ces nouvelles technologies-là. Ça peut rajeunir peut-être un petit peu cette image-là et attirer ces publics-là. Oui, alors malheureusement, je dis toujours, on n'a pas encore trouvé une application qui permet véritablement d'apprendre à skier. Il y a certaines applications, How to Ski ou comme ça, mais c'est plutôt des blagues qu'autre chose. On en est plutôt à comment se montrer, plutôt. Oui, malheureusement, la technologie n'a rien apporté au niveau de faciliter l'expérience physique dans la station et au niveau de l'apprentissage du ski. On aura toujours besoin d'un moniteur de ski pour l'instant. C'est plutôt bon signe pour les ESF, mais c'est vrai que... Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a davantage aussi besoin de matériel et d'outils connectés pour pouvoir partager son expérience ski, qui peut aussi être très modérée et puis est tout à fait intéressante. François Hed, ça c'est ce qu'on peut notamment découvrir au Mountain Planet. C'est ce qui nous avait d'ailleurs interpellé lors de la dernière édition, c'était l'an dernier. Vraiment, toutes ces outils, ces appareils qui sont désormais hyper connectés. On dit que c'est vraiment une des tendances du tourisme de neige et de montagne de demain. Alors, 1 an avant le Mountain Planet 2020, est-ce que ça reste la tendance ? Est-ce que ça reste la tendance ? C'est sûr que, pour resituer le Mountain Planet, c'est le salon de l'aménagement de la montagne, l'ensemble des industries qui concourent à l'aménagement des stations, alors que ce soit pour le ski, mais plus globalement aujourd'hui sur la montagne des 4 saisons, ils sont présents. Hein, c'est près de 900 marques. Les transformations digitales, elles font partie effectivement des attentes aujourd'hui des consommateurs. Elles sont intégrées dans les outils que proposent ces industries qui s'adaptent à ces évolutions d'attente. C'est vrai que le numérique génère aussi une transversalité entre des acteurs qui auparavant n'avaient pas forcément besoin de se parler, mais qui aujourd'hui sont, parce que le parcours visiteur, finalement l'expérience client, les y amène à être plus en interconnexion parce qu'il le faut. Mais néanmoins, ça reste aussi une industrie qui s'intéresse à des sujets sur lesquels la transformation numérique n'est pas l'enjeu premier. Là, on est vraiment sur la partie consommation, mais on a quand même les remontées mécaniques, on reste sur des enjeux, les aménageurs qui sont sur des enjeux de gestion de flux, de confort, de qualité, sur des enjeux aussi extraordinaires, parce que la montagne est quand même un environnement très complexe. Donc il y a aussi tous ces enjeux technologiques pour réussir à nous faire monter toujours haut, toujours en sécurité et dans des conditions parfois extrêmes. On a également tous ces sujets liés, les transformations ne se conjuguent au pluriel. Il y a les transformations énergétiques, il y a les transformations digitales, il y a les transformations sociétales, il y a les transformations techniques, il y a les transformations comportementales. Et tout ça, ça va se retrouver dans ce salon avec à la fois nos exposants qui vont venir présenter leurs produits, leurs innovations, et puis nos visiteurs qui viennent chercher à la fois de nouveaux produits, à la fois des informations sur les tendances. C'est pour ça que Laurent, nous avons souhaité qu'il revienne cette année ici, même s'il n'y a pas le salon. Il était l'année dernière dans le cadre d'une autre table ronde, parce que ces tendances sont importantes pour illustrer ce que sera la montagne demain. Justement, en quoi l'étude de Laurent Vanat va éclairer les thématiques de Mountain Planet 2020 ? Alors, elle éclaire de différentes façons. D'abord, par rapport à nos exposants qui sont des aménageurs, eh bien, ça leur... ici, notamment. Voilà, tout à fait. Ça leur permet
d'avoir une vision mondiale, parce que cette industrie, elle est mondiale. Nous avons à Mountain Planet l'ensemble des leaders européens, parce que les leaders sont européens, il faut le dire. Vous citiez Poma, c'est vrai que la France est un des acteurs mondiaux de l'aménagement de la montagne. C'est une filière qui pèse 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France, 5000 emplois. Donc pour eux, avoir cette vision mondiale, puisque leur marché est mondial, c'est important. C'est-à-dire, on en est où dans les marchés matures? On en est où dans les marchés émergents? On a beaucoup parlé de la Chine l'année dernière à Mountain Planet. Nous avions une très très belle délégation chinoise, parce que dans le cadre des JO, il y a des développements qui sont en cours. Il y a des questions qui vont se poser aussi sur l'aménagement de la Corée. Laurent en a parlé ce matin. Donc ça, pour nos exposants, il y a cette vision de comment cette filière évolue. Et puis, côté gestionnaire de station, il y a toutes les questions comportementales. Comment on va réadapter la consommation? On a évoqué aussi à travers les études de Laurent les besoins de skier que 4 heures, par exemple. Alors ça a l'air de rien, mais quand vous transformez ça en technologie, quand vous dites, tiens, moi j'arrive, j'ai mon forfait, il est dans ma poche, je veux commencer à l'heure que je veux, il y a toute une chaîne technologique derrière qui est juste incroyable quand vous déroulez tout ça. Et ça, ça demande aussi de la recherche, ça demande du développement. Moi, je trouve que les stations, c'est un univers qui est très, très marketé. Et ce marketing, il influe sur l'ensemble de l'industrie. Justement, vous parliez des Chinois. On voit qu'ils investissent dans les sports d'hiver. Ils viennent de racheter le groupe Hammer Sport. Ils organisent les Jeux Olympiques à Pékin en 2022. Vous le voyez comment, vous, comme une opportunité? C'est une inquiétude? Comment on doit le percevoir? C'est l'opportunité du moment pour le marché mondial du ski. Tout le monde a les yeux rivés sur la Chine. Les fournisseurs, parce qu'effectivement, même si les Chinois commencent à arriver à fabriquer beaucoup de choses par eux-mêmes, ils aiment aussi bien avoir certains produits occidentaux. Et puis, les stations de ski, parce que dans un sens, ils essayent de vendre du know-how en Chine, quoique les Chinois commencent aussi à se débrouiller passablement tout seuls pour gérer leurs stations. Et puis, à plus long terme, on espère récupérer une petite niche de Chinois qui viennent skier dans les montagnes. Alors, c'est sûr qu'ils ne remplaceront jamais la génération des baby-boomers qui sort du marché, mais ça peut être une niche intéressante d'avoir quelques milliers de Chinois dans une station dans une autre. Ce seront des Chinois qui ont les moyens. Donc c'est plutôt de la clientèle d'un certain niveau, haut de gamme. Et ça, je pense que ça va se développer, mais tout en restant limité. Le ski long courrier est très minoritaire dans toute l'industrie du ski. Il existe depuis 50 ans, mais il n'a jamais pris des proportions énormes. Il faut dire que le ski international est quelque chose qui est relativement limité. C'est un marché de 15 millions de skieurs qui se déplacent d'un pays à un autre. Et la moitié là-dedans se déplace uniquement vers le pays voisin. On a encore beaucoup de choses à se dire. Je vous garde en plateau et on pourra poursuivre nos échanges dans le bonus d'Esprit Montagne que vous pouvez voir bien sûr en replay sur notre site telegraph.net, mais aussi dans notre émission de ce vendredi. Laurent, très très important, on met notre petit jingle à suivre. Car c'est un grand événement, le challenge des moniteurs. On clôture la saison de compétition. C'est le championnat de France des pulls rouges qui se déroulera cette année à Valseny. Là, on voit des images l'année dernière de l'Alpe d'Huez. Près de 4000 pulls rouges qui vont passer la semaine en Haute-Maurienne. Et qui vont montrer à quel point ils ont vraiment le niveau. Voilà, ils vont se disputer le titre de qui sera le meilleur moniteur de l'année. L'année dernière, c'était Gabi Rivas de l'ESF de Val Thorens, qui est aussi un des collaborateurs de Ski Chrono puisqu'il teste nos skis, on en est très fiers. Ah bah oui. Donc cette année, on va voir qui aura la couronne. Voilà, on voit là c'était à l'Alpe d'Huez, on se serait cru presque au Tour de France avec ces 2 haies de supporters. Voilà. C'est toujours un grand moment, c'est festif, c'est sportif. Est-ce que le vainqueur du challenge est le plus cher aussi? Après, ça coûte plus cher d'aller prendre des cours avec lui? Non. Très bien, merci beaucoup Laurent Davier d'avoir été avec nous. Merci encore beaucoup, messieurs. Retrouvez-nous évidemment dans l'extension d'Esprit Montagne, bien sûr, sur telegraph.net. Et puis, une très belle fin de saison à vous. Et vous, à jeudi prochain, à très vite. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.
L'extension d'Esprit Montagne avec le consultant spécialiste neige, tourisme, neige et montagne, Laurent Vanat. Merci encore d'être avec nous, avec le directeur d'Alpexpo, François Head, qui prépare déjà le Mountain Planet. Enfin, vous le préparez quand même longtemps en avance, même si c'est tous les 2 ans. Oui, il faut que ça se prépare parce que même si ça a lieu tous les 2 ans, ça demande beaucoup de préparation, à la fois pour aller chercher nos exposants, puis à la fois pour travailler les thématiques qu'on va aborder, et puis pour commercialiser près de 22 000 m² de surface. Et oui. Est-ce que vous allez vous rendre à Innsbruck, à Interalpin, au mois de mai? Nous y serons, bien sûr, comme ils étaient chez nous. On a le plaisir d'être chez eux pendant 4 jours, et puis de présenter notre salon, puisque nous avons évidemment des interlocuteurs communs. C'est une façon aussi de rencontrer nos clients. Ouais. Et de voir aussi comment vous démarquer et mieux adapter aussi à nos problématiques. Oui, on a un salon qui est le reflet d'une filière, économique qui est importante, une filière qui a des enjeux, une filière qui, tous les 2 ans, a un grand rendez-vous. Et tous les 2 ans, ça évolue beaucoup aussi. Et en 2 ans, les choses évoluent, les attentes évoluent, les technologies évoluent. Donc nous, on est une vitrine de ces technologies-là. Donc Mountain Planet, en chiffres, c'était sur l'édition 2018, 23 000 visiteurs professionnels, donc 15 000 visiteurs originaires des stations. On a 20% de visiteurs étrangers, c'est conséquent. Nous sommes un salon international provenant de 67 pays. Alors je crois que comme il y a 67 pays et des stations, ça veut dire qu'on fait un 100%. Beaucoup de Chinois aussi. Nous avions une très belle délégation chinoise. Et puis en termes d'exposants, pour resituer, 22 000 m² de surface d'exposition, on a 900 marques qui sont présentes, originaires de 25 pays. Donc là aussi, toute la filière, dans toutes ces thématiques, il y a 7 secteurs d'activité différents qui sont représentés. Il y a tout ce qui est lié au digital, tout ce qui est lié aux innovations technologiques, mais on a aussi toutes les industries qui concourent à la sécurité des pistes, aux remontées mécaniques, aux infrastructures, l'ingénierie. Voilà, c'est une station, c'est un écosystème qui est global et on a tous les aménageurs qui y concourent. Laurent Vanat, on dit souvent que le marché du ski est mature, il a du mal à se développer. Est-ce que l'avenir, c'est pas l'été, justement, pour les stations aussi? Oui, c'est intéressant comme point parce que finalement le tourisme de montagne s'est initialement développé en été. Et puis après, dans les années 40, 50, on a commencé à faire des remontées mécaniques, à développer le ski et à équiper la montagne pour l'hiver. Et l'hiver a pris un poids invraisemblable et on en a oublié quasiment l'été. Et maintenant, on se rend compte qu'avec le poids des investissements qu'on fait, c'est pas possible d'utiliser des investissements pareils uniquement 4 mois pendant l'année. Et on se dit, mais il faut redécouvrir l'utilisation de la montagne l'été. Et en plus, il y a une certaine demande dans la population. La montagne a une certaine notoriété pour l'été, mais étrangement, les touristes vont moins à la montagne en été que l'hiver où ça paraît plus naturel. Voilà. Et donc il y a des tas de choses à faire. En plus, avec le réchauffement climatique, certaines fois, la montagne offre des conditions, température et tout ça. Voilà, exactement. Donc, de toute façon, c'est devenu quasiment une obligation maintenant pour une station de ski de développer l'activité été pour arriver. L'idéal, c'est d'avoir 50% d'activité en été, 50% d'activité en hiver. Il y a certaines stations qui sont parvenues, mais elles sont encore très rares. Ouais, bien sûr. Comme les marques, d'ailleurs, cherchent à faire ça. On a vu Salomon qui s'est développé dans le trail, qui était une marque de ski et qui est maintenant une marque d'outdoor. Donc c'est une caractéristique qu'on retrouve à peu près partout en montagne. C'est une attente aussi. Vous le sentez, vous Oui, on le sent parce que d'abord, Mountain Planet devient le salon de la montagne et pas le salon des stations, c'est important. Qu'en termes d'aménagement, il y a une recherche véritablement. Quels sont les équipements, quelles sont les expériences qui pourront demain être proposées aux visiteurs pour renforcer la fréquentation estivale. Donc ça, il y a beaucoup d'attentes sur ces sujets-là. Pour nous, c'est une recherche aussi importante d'aller voir ailleurs ce qui se fait, d'aller trouver des industries qui proposent des produits innovants. Et il y en a beaucoup qui arrivent sur le marché, alors qui sont beaucoup liés à de l'activité, trottinette,
trottinette, la luge d'été, etc. Mais ce qui est difficile, c'est de sortir des expériences qui sont très montagne, c'est-à-dire qu'on duplique la descente d'hiver à une descente d'été. C'est comment est-ce que vont être proposées demain d'autres alternatives. Le vélo électrique, par exemple, aujourd'hui, offre, avec des VTT électriques, plein de perspectives nouvelles. Est-ce que c'est un modèle économique qui est viable? Ça fait partie de ces questions-là. Donc tout ça, nous, on doit bien évidemment le prendre en compte, et dans ce qu'on expose, et dans les tables rondes que l'on organise pour montrer une vision mondiale de comment les stations vivent leur été. Et c'est une attente forte de nos visiteurs. Et dans ce développement, est-ce que l'Autriche a de l'avance sur nous par rapport à l'été? Certaines stations, je dirais, au niveau du développement de l'activité d'été, c'est plutôt par station que par pays. Il y a des stations qui réussissent très bien. Un grand défi de l'activité d'été, c'est qu'en hiver, vous pouvez très facilement avoir 20 000 personnes sur le domaine skiable. En été, vous ne mettez pas 20 000 personnes dans la piscine municipale. Donc on est obligé d'avoir une multitude d'activités en été. Et selon la configuration du lieu, de la montagne, c'est plus facile dans certaines stations que d'autres. Si vous avez un sommet iconique comme le Mont Blanc et une montée à l'Aiguille du Midi, vous avez une activité toute trouvée pour l'été. Si vous avez des collines comme dans le Jura, c'est un peu plus difficile. Mais François Head, on parlait tout à l'heure de ces nouvelles pratiques de trottinettes. Encore que la trottinette, c'est encore assez ancien. On ne skie toujours pas aujourd'hui sur l'herbe. Le ski roue, ça fonctionne vraiment que sur le béton. Il n'y a pas des nouvelles petites pistes, des chercheurs Mais pour l'instant, dans les tendances que l'on voit, non, on est plutôt sur comment randonner différemment, comment découvrir la montagne différemment. On est plutôt sur ce type de pratique, avec, ça a été évoqué par Laurent, la difficulté de gérer des attentes qui là vont être très très différentes. Il y a une quête d'expérience qui est très forte aussi, parce que la randonnée, il y a une question aussi d'accessibilité. La randonnée, ça demande un effort. Donc il y a une offre de services nouvelle qui est à développer. Oui. Les parapentes aussi, accessible à tout le monde? Accessible à tout le monde, accessible en prix, accessible en capacité. C'est pour ça que les VTT électriques sont une solution qui est proposée, mais c'est quand même un modèle qui n'est pas simple. Donc on voit arriver de nouveaux acteurs je pense que là, il y aura quand même des innovations majeures dans les années qui viennent. L'avenir de l'été, c'est le VTT électrique, alors? Ah, je n'ai pas dit ça. Je dis que j'en serais contente, parce que alors, je dis qu'en tout cas, dans la montée. Ça amène une offre nouvelle qui devient accessible à plus de monde. D'accord. Moi, je dis oui. Savoie Mont Blanc a commandé une étude pour savoir un petit peu sur la clientèle 18-30 ans. Et la conclusion, c'est qu'il faut aussi réinventer un imaginaire de la montagne l'été. Parce qu'en fait, les jeunes sont pas contre y venir, parce qu'ils ont dans leur imaginaire certaines choses, mais l'idée l'imaginaire, par exemple, les marmottes et déjà les paysages, ce qui est quand même assez, au départ on le pensait pas, oui, les paysages, le côté je me retrouve un peu seul dans un endroit avec un beau paysage, le côté aussi de pouvoir peut-être faire un feu de camp, c'est pas Ibiza, mais ça coucher à la belle étoile, c'est des choses. Bon, après il faut trouver la communication et le discours qui va aussi avec, pour faire en sorte que les jeunes reviennent aussi l'été à la montagne. Donc une grosse part du tourisme d'été également au Mountain Planet. Le tourisme 4 saisons aussi dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. Vraiment sur l'avenir des stations du futur, c'est ça. Oui, c'est un des sujets. Dans la préparation du Mountain Planet 2020, qui aura lieu donc du 22 au 24 avril, évidemment, on a besoin d'aller chercher nos exposants traditionnels. On a besoin aussi d'apporter, de répondre à toutes les transformations qui se conjuguent au pluriel, transformations digitales, transformations techniques qui peuvent être très simples, transformations technologiques, transformations comportementales, énergétiques aussi. Il y a aussi beaucoup de questions sur ces sujets-là. Donc il faut que ça s'expose. Il y a des industries traditionnelles de la montagne, mais il y a aussi d'autres industries, d'autres univers qui peuvent aujourd'hui proposer des alternatives au monde de la montagne. Donc là, ça fait partie du champ, nous, d'exposants qu'il faut qu'on aille rechercher. Et puis, il y a, on l'a fait l'année dernière avec Laurent Vannin, une attente très forte. Nos visiteurs, ils viennent bien sûr pour rencontrer des partenaires habituels, ils viennent pour en chercher des nouveaux, ils viennent pour découvrir les innovations. Et derrière l'innovation, elle peut être très simple, mais ils viennent aussi pour imaginer l'avenir,
pour échanger avec l'ensemble des acteurs de la filière. Donc on a aussi, nous, un contenu éditorial fort à travailler, parce que c'est une attente de nos visiteurs, et on doit le travailler avec une vision mondiale et internationale. Et c'est en ça que le regard de Laurent, qui est mondial, est important, parce qu'il nous permet de détecter les sujets qui peuvent intéresser nos visiteurs. Et tout ça, on le travaille aujourd'hui. On a mis en place des groupes de travail avec l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit les fédérations, l'ANEM, la NSM, Domaine Ski Alpes de France, l'AFMON, avec nos plus gros partenaires, avec les CCI Montagne, pour avoir une réflexion qui engage l'ensemble des acteurs, pour qu'on se projette tous ensemble sur ce que nous devons apporter à la fois à nos clients exposants et à la fois à nos clients visiteurs. Et en plus, une vision qui a le sourire de Laurent Vanat. Vous disiez, on est optimiste aujourd'hui. Merci. Ben oui, puisque finalement, on a une deuxième saison consécutive qui est à la hausse. Et puis des perspectives qui sont encore bonnes dans certains pays, notamment la Chine, qui chaque année a une croissance de son nombre de skieurs et de sa fréquentation des stations de ski. Et puis, c'était une des conclusions que j'ai présentées ce matin aussi, observées dans le dernier rapport. On se rend compte qu'en Scandinavie, on a aussi tout d'un coup un rebond de l'activité ski, et dans l'hémisphère sud. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont fait leur meilleure saison historique la saison passée. Et ben, comme quoi, tout se porte bien. Merci beaucoup pour nous avoir présenté ici ces conclusions tout à fait encourageantes. Merci encore à Laurent Davillier pour sa science du tourisme, de la compétition, de tout ce qui touche la neige. Et puis François Head, un très beau Mountain Planet l'année prochaine, mais on aura le temps d'en reparler d'ici là avec vous. Merci encore à tous. Merci beaucoup. Merci.